Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Miller and Mir, side to side, they race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martins for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, 95e numéro, et on va parler évidemment du 6e Grand Prix de cette saison 2021, donc qui a été marqué par l'accident dramatique de Jason Dupasquier. Et pour m'accompagner pour cet épisode, Olivier. Salut Olivier. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors évidemment, comme je l'ai dit en intro, on va forcément beaucoup parler de l'accident qui a marqué donc le samedi, donc les séances de qualification, puisque on va revenir déjà d'une part sur la carrière de Jason Dupasquier, donc qui courait avec le numéro 50 et donc qui est né le 7 septembre 2001, nationalité suisse, et donc son parcours commence en supermoto. Il va s'orienter vers la vitesse en 2016, et en 2017 il va démarrer en CEV Moto 3 et également en Red Bull Rookie Cup, et il va subir une blessure qui va le tenir éloigné de la moto principalement dans la saison 2018, et il va revenir en 2019, donc toujours en Rookie Cup, où il va se classer 8e au général avec une promotion donc qui comptait Tate, qui sera titré cette année-là, Acosta et Félon entre autres. Alors il va signer quand même une 4e place comme meilleur résultat, et sera régulièrement entre 4e et 8e donc durant cette saison. En 2020, donc il va arriver en Moto 3, donc c'était donc la saison dernière chez Car Expert Brustel GP. Donc c'est une équipe basée en Allemagne, et il marquera pas de points pour cette première saison, mais il sera reconduit en 2021, et donc dans ce début de saison sur les 5 courses, il va montrer quand même de nets progrès, avec notamment une 7e place à Jerez, et donc 27 points marqués sur les 5 premières courses. Et donc ce week-end, lors de la Q2, il va chuter, et il va être percuté donc par les pilotes qui étaient juste derrière lui, à savoir qu'en Q2 ça roule en paquet, et donc il va être pris en charge par l'équipe médicale du circuit, puis transporté à l'hôpital par hélicoptère, mais il va pas survivre à ses blessures, et donc il va décéder dimanche. Ce sont des événements qui sont assez marquants pour tous ceux qui suivent la moto, et c'est important d'en parler. Et donc suite à donc ces événements, son coéquipier, donc le japonais Ryusei Yamanaka, n'a pas couru dimanche, et idem donc pour son mentor Tom Luthi, donc qui a pas couru en Moto 2, qui est suisse également. Donc avant de continuer sur le déroulé classique de l'épisode, moi je voudrais parler un petit peu de comment est-ce que toi tu l'as vécu, tu l'as appris quand, et tu l'as vu quand cet accident. Alors j'ai pas regardé les essais ni les qualifs en direct, pour plein de raisons, enfin pour des raisons d'occupation personnelle évidemment. Je l'ai vu en replay, et j'ai vu en fait sur Twitter un peu par hasard le message de la Dorna qui annonçait le décès de Dupasquier, et du coup après j'ai revu le replay. J'ai vu le replay pour me dire quel est le type de chute qui l'a tué, et alors effectivement sur le moment, c'est un moment évidemment qu'on n'aime pas du tout vivre. On sait que le sport moto c'est un sport dangereux, mais même si c'est un sport dangereux, on n'aime pas voir ça, et je pense que ça, tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça nous impacte tous en tant que fan de MotoGP et de moto en général d'ailleurs. On sentait bien que le paddock était complètement dévasté par cet événement. Et même moi, à titre perso aussi, c'est des banalités ce que je raconte là, mais c'est toujours des moments où on est un petit peu hagard évidemment, et ouais, c'était dur, hein. Moi j'étais un peu sonné par la nouvelle là, pendant quand j'ai appris ça, les deux heures suivantes, j'étais un peu sonné. Ma compagne me demandait ce qui m'arrivait, et du coup je lui ai dit il y a un pilote moto qui est mort, 19 piges ouais, c'est malheureux, mais voilà, pas grand chose à dire, hein. Là pour le moment on se tait, on se recueille, et puis voilà. Ouais, moi ça m'a
moi, j'ai ouvert rapidement parce que je voulais voir un petit peu ce qui se passait en FP4. Et évidemment, quand j'ai ouvert, la première image que j'ai vue, c'est l'hélicoptère en piste. Donc, quand tu vois l'hélicoptère en piste, forcément, tu sais que c'est pas bon signe du tout. Donc, j'ai remonté un peu le replay. J'ai vu donc la chute, et ça m'a tout de suite rappelé la chute de Pirot. Donc, on avait au Mugello aussi, il y a quelques années, où on l'avait vu aussi donc sans mouvement en piste. Et c'est des images qui sont impactantes et qui reviennent à ces moments-là. Et moi, je me suis dit, j'ai pensé à la même issue, c'est-à-dire que Pirot, on l'a vu vraiment dans une situation très compliquée en piste, et assez rapidement, on l'a vu. On a eu des nouvelles déjà, et c'est ça qui m'a impacté, qui a été un peu qui inquiète dans le cas de ce week-end avec Jason Dupasquier, c'est qu'on n'a pas eu nécessairement de nouvelles. Ouais. On n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles du tout, parce que généralement, on a des nouvelles rassurantes assez vite. Ouais. Et voilà. Mais de toute façon, chaque accident est particulier. Là, ce qui s'est passé, c'est un petit peu ce qu'on disait hors antenne. L'année dernière, on a vu des crashs très très impressionnants où la pièce est souvent tombée du bon côté, avec évidemment des blessures graves comme Ciarine ou d'autres pilotes. Là, c'est Ciarine qui me revient en tête, mais il y a eu d'autres blessés importants l'an dernier. Et malheureusement pour Dupasquier, elle est tombée du mauvais côté, et c'est malheureux parce que c'est le crash qui laisse aucune chance, quoi. Mais voilà, après il y a eu des débats sur fallait-il courir ou pas, donc ça c'est entre guillemets un autre débat, et c'est pas le lieu pour le tenir. Je pense que les pilotes vont avoir besoin de resserrer les rangs, et c'est un petit peu ce qu'on a vu donc le dimanche, pour une minute de silence qui était évidemment émouvante pour tout le monde. Malgré tout ça, ça a couru. Donc on va parler des courses quand même, puisque c'est le but de l'émission avant tout. Donc pour les goodies, donc c'est Damon qui remporte les goodies de la bécannerie pour ce GP, et donc on va donner quelques news, avec en premier lieu donc la prolongation donc de Miller chez Ducati. Et autre point qui est un petit peu étonnant, c'est donc VR46 qui va arriver en MotoGP l'année prochaine, et il y a pas mal de rumeurs sur le motoriste. Alors a priori ce serait Ducati, mais c'est pas si sûr, puisque Yamaha a fait une offre quand même assez intéressante, donc on verra. Ça dépend de qui prend la décision finale finalement chez VR46. Est-ce que c'est Rossi lui-même ou est-ce qu'ils ont tout un team, ou est-ce qu'ils regardent juste la thune, ça dépend de plein de choses, et effectivement c'est très tôt pour être sûr de la décision finale. Ouais, on verra. Donc a priori Ducati tiendrait la corde, mais ça ferait quand même 8 motos sur le plateau, donc ça ferait beaucoup. Mais après, Tardozzi avait l'air de dire 8 motos, ils l'ont déjà fait, pourquoi pas. Mais après, il y a des mouvements un petit peu dans tous les sens, donc on verra bien chez qui ça va se solder. Je te laisse la main pour les deux dernières news. Oui, alors on a vu aussi Jorge Martin, lui qui a repris l'entraînement et qui a commencé à se remettre de sa blessure. Et puis Dovi, c'est quand même la grosse news aussi, on le suit beaucoup évidemment, qui va tester l'Aprilia toute cette saison 2021, avec toujours pour cible un retour en 2022. Je pense que Dovi, quand il voit les résultats de Alex Espargaro, il se dit que la moto elle marche, et donc ça doit le pousser dans le bon sens. Ouais, clairement. Donc on va passer maintenant aux courses donc de ce Mugello donc de 2021. Donc en Q1, c'est Suzuki, Toba, Acosta et Antonelli qui vont passer en Q2. Donc Suzuki va partir en pole devant Acosta, Rodrigo, Foggia, Massia et Alcoba qui sont en deuxième ligne. Donc le Français Lorenzo Felon partira 24e. En course, donc on a Acosta, Suzuki et Rodrigo qui vont partir très fort
On a une grosse chute au premier tour qui embarque Honshu, Mignot, Tate et Keufler. On a Binder, Foggia et Fenati qui se montrent également aux avant-postes. Donc ça bouge beaucoup en tête comme à chaque course en Moto 3. Donc le groupe compte une quinzaine de pilotes. Donc ça passe dans l'herbe, dans la ligne droite des stands. C'est quand même assez chaud. Et Alcoba décroche du groupe de tête petit à petit, où tous les ténors répondent présents. Alors le dernier tour est entamé par Foggia en tête qui va s'arracher pour tenir tête à la meute. Et il va s'imposer devant Massia et Rodrigo. Sasaki fait 4, Binder 5 et Fenati 6, Acosta 7e. Avec Lorenzo Felon qui accroche une 19e place. Alors, on va en glisser quelques mots parce que 19e pour beaucoup c'est pas foufou, mais il est quand même pas trop mal placé dans le deuxième groupe. C'est-à-dire que le premier groupe était quand même vraiment loin. Ouais. Le premier groupe était quand même assez dense avec 15 pilotes et il a été longtemps aux avant-postes dans le deuxième groupe, donc il y a effectivement un gros écart, hein. Il y a une bonne vingtaine de secondes, mais déjà il y a du mieux et ça bosse quoi. Donc et puis il finit ses courses, voilà, donc ça progresse doucement mais sûrement. Ouais. Et puis il y a de la concurrence en Moto 3. Hein, en Moto 3 c'est très dense. Hein. C'est serré. Hein. Et même sur la fin de course, tu les vois à 4 de front au freinage Mugello, et c'est assez dingue. Et cette course particulièrement jusqu'à la fin, paquet de 15, c'est dantesque. Ouais. Au championnat, on a Acosta en tête avec 111 points, devant Mazia 59 et Sasaki 57. On va passer à la course Moto 2 avec Aldeguer, Chantra, Ramirez et Ben Snyder qui vont passer en Q2. On a Fernandez en pôle devant Loves et Navarro, Gardner, Di Gianantonio et Arbolino en deuxième ligne. Donc en course, Raoul Fernandez et Gardner, ce sont eux qui vont partir aux avant-postes. Dalla Porta chute au T1 et Augusto Fernandez donc un petit peu plus loin dans le premier tour. Loves passe Arbolino pour la 3 et les deux Ayo donc commencent à se détacher devant. Donc Viré va chuter à nouveau, donc il commence à être un petit peu habitué. Ouais. Et Loves va reprendre Gardner et devant Fernandez est déjà assez loin. Alors les chutes continuent avec Di Gianantonio et Arenas. Devant, Loves grignote les 10e et revient à 1 seconde à 10 tours de l'arrivée. Et on a Roberts qui tient bien sa 4e place face à Bezzecchi. Et on a Loves qui va chuter à 6 tours de l'arrivée. Donc c'est un 3e DNF de l'année pour le pilote britannique. Et Ayo voit ses deux pilotes en tête. Donc Gardner reprend la route Fernandez et attaque le dernier tour proche de son coéquipier. Et donc il va le passer dans les derniers virages et va tenir face donc à Fernandez et à Roberts qui va prendre là une belle 3e place. On a Bezzecchi qui fait 4, Schroeter 5 et Ogura 6. Alors à noter donc des belles perfs qui sont un petit peu plus loin dans le classement. Donc Bobir qui était pas au mieux en début de course, hein. Il était plutôt au-delà de la 15e place et il termine fort à la 8e place. Et surtout Ciarine, donc qui prend une très belle 9e place après un début de saison qui était très très compliqué. Alors 9e c'est pas le Pérou, hein, mais vu où il était il y a pas si longtemps, c'est-à-dire bon dernier et très très loin de la tête, ça commence à faire plaisir de le revoir. Pas nécessairement jouer les premiers rôles, mais au moins dans une situation à l'arrivée nettement plus performante quoi. Donc c'est pas un podium, mais ça montre que ça progresse quoi. Au championnat, donc on a Gardner en tête avec 114 points, Raoul Fernandez 2e avec 108 et Bezzecchi 3e avec 88. Loves est à 66 points. Discussion post-course, de qui veux-tu parler? On va parler de Loves, non? Ouais, on peut. Ouais. C'est vraiment dur, surtout qu'il avait fait le plus dur. Se bourrer à 6 tours c'était 6 tours de l'arrivée ou 3 tours de l'arrivée. Ouais, 6, ouais. Sachant que ça roulait très fort quand même sur le devant. Dur une fois de plus, d'autant qu'il fait le plus dur en passant Gardner, et là il allait chercher clairement la tête, et puis se bourrer à ce moment de la course, ça doit faire mal au mental. Après, on voit qu'il a le rythme en course, hein, clairement. Le mec qui s'est roulé, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dommage de faire un résultat blanc alors qu'il se battait pour la tête. C'est toujours pareil, hein, mais mentalement ça va être, je pense, dur à ingérer pour le pilote britannique. Ça fait beaucoup, hein.
Là, je sais pas, les 2 premières courses, il avait quand même largement dominé les débats. Et puis là, ça plafonne et ça chute. Donc après, tu peux avoir des courses sans, hein, mais là, quand tu fais des zéros pointés, c'est compliqué. Il faut parfois se contenter, d'une belle 2e ou 3e place, quoi. Là, ça va... surtout quand tu joues le championnat, là, tu perds 20 points, ça fait très mal. Ça fait tout de suite beaucoup, hein. Ça fait tout de suite beaucoup. Là, il commence à être quasiment à 50 points de Gardner. C'est compliqué après 6 courses. Gardner, lui, pour le coup, j'anticipe sur le programme, mais Gardner qui, pour le coup, lui, a usé de son talent dans le dernier tour, qui nous fait un dépassement incroyable sur Fernandez dans le dernier secteur. C'était, pour le coup, l'opposé de Sam Lowe sur la fin de course. Impressionnant. Moi, ça m'a scié. Clairement, avoir le... Enfin, c'est un risque qu'il a pris, hein. Il aurait très bien pu se bourrer aussi, hein, mais il se bourre pas et il gagne la course. Ouais, mais il était propre. Moi, j'ai trouvé que c'était propre. Après, Fernandez, on voit un petit peu la même topologie de course depuis le début d'année, hein. C'est-à-dire que c'est un pilote qui est très très fort, très très rapide sur les 2 premiers tiers de course, et après ça a tendance à ralentir un petit peu. Alors après, on va relativiser, hein. Quand je dis ralentir, c'est-à-dire que le mec, il a réussi quand même à mettre plus d'1 seconde à tout le plateau Moto2. Et évidemment, après il se fait reprendre par Gardner dans le dernier tour. Et puis Love, c'était pas loin de le reprendre, mais quand même, mine de rien, même si Love se chute pas, il réussirait, il resterait 3e. Et là, vu que Love the chute, il fait 2, hein, donc ça reste quand même pour un rookie une performance très 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 importante. Après, c'est juste ça. Il a toujours un petit peu la même topologie de course, mais tu sentais bien qu'il était sur des œufs en fin de course. Hein, peut-être que sur le plan pneu, évidemment, il a dû cramer ses pneus en début, mais il reste sur ses roues au final et il fait 2, quoi. Donc, après, top. Ça reste un problème de riche. Quand tu réduis le rythme, et que tu restes sur une belle 2e place quand même assez confortable, je pense que ça va, quoi. Surtout quand t'es rookie, quoi. Exactement, c'est clair. Je te passe la main pour le MotoGP ? Avec plaisir. Alors, on va passer directement en Q1 où on retrouve Vinales. Et alors, Vinales en Q1, et oui, provoqué par Marc Marquez, il finira 3e de cette Q1. On en reparlera tout à l'heure évidemment de cet épisode. Passe en Q2 donc le numéro 93, mais aussi Alex Espargaro sur son Aprilia qui nous fait une très belle Q1. En Q2, festival de Fabio Quartararo qui claque la pole et le record du tour en mettant plus de 2 dixièmes au 2e Bagnaia. Zarco fait une belle qualif aussi et prend la 3e place, tout comme le pilote Aprilia Alex Espargaro qui s'était bien échauffé en Q1 visiblement et chope la 4e place. Suivent Miller, Binder et Oliveira. Les pilotes officiels Honda, Marquez et Paul Espargaro ferment la marche dans cette Q2. Alors la course, elle a même pas commencé que quelqu'un s'est déjà bourré. Bastianini percute Zarco au moment de la mise en grille. Heureusement pour le français, cet incident n'a apparemment pas de conséquences sur les performances de la moto. Les commissaires de piste évacuent la Ducati de Bastianini, mais la course est lancée. L'image est assez rigolote d'ailleurs. Bon départ de Fabio. Pour une fois, j'allais dire, et c'est méchant, qui se met au coude à coude avec Bagnaia dès le premier virage. L'Italien prend la tête, mais Quartararo lui met tout de suite la pression. Oliveira, lui, pendant ce temps-là, jaillit de la 3e ligne et s'installe en P3 pour quelques virages, et il se fait doubler par Zarco quelques instants plus tard. À la fin du T1, le top 3, c'est donc Bagnaia, Quartararo et Zarco. Marc Marquez lui perd l'avant dans le 2e tour. Sa chute fait perdre beaucoup de temps à Morbidelli qui l'évite assez miraculeusement. Quelques instants plus tard, Bagnaia, lui, se bourre aussi, sous la pression de Fabio, en passant sur la bande blanche un peu trop large sur le droite. On a donc nos 2 Français en tête de la course, et là, là on a évidemment le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Après quelques passes d'armes entre la Ducati à la vitesse de pointe supersonique et la Yamaha à l'aise dans le sinueux, Quartararo finit par faire le break et part tout seul devant. Miller, lui, 4e, se fait presser par les 2 Suzuki qui s'impatientent. Au 8e tour, Rinsemir arrive à passer Miller qui rate quelques points de corde et Binder en profite aussi. Pendant ce temps-là, Quartararo a déjà, lui,
1,7 secondes d'avance sur Zarco deuxième. Du coup, là, c'est un peu le all shot sur toute la course pour Quartararo, pas grand chose à signaler. Zarco va résister assez longtemps à Oliveira qui se fait de plus en plus pressant. Et derrière, les Suzuki rattrapent le bus. Oliveira prend l'avantage au 16e tour. Zarco, lui, il a l'air de souffrir le pauvre. Mir le passe un tour plus tard et Rins passe aussi au tour 18. Zarco se retrouve donc 5e. Mais l'avantage, c'est qu'on se dit qu'il n'a pas grand chose à craindre de Binder 6e qui est une demi-seconde derrière. Mir, pendant ce temps-là, du coup, est passé 3e et a rattrapé Oliveira. Quartararo est loin devant. Lui, on le filme histoire de voir qu'il se bourre pas, mais il a plus de 3 secondes d'avance pendant ce temps-là. On a une autre bourre, celle de Rins. J'allais dire, c'est pas une surprise, mais le pauvre se bourre à 5 tours dans l'arrivée en essayant de rattraper son compatriote et coéquipier Mir. C'est son 4e résultat blanc d'affilée à Rins. Là aussi, on va peut-être un peu en reparler. Les positions de la tête ne changeront plus jusqu'à la fin, même si à un moment Zarco revient assez fort sur Mir et Oliveira, mais le trou est fait, il n'y arrivera pas. Classement final donc, victoire magistrale de Quartararo, Oliveira 2e, Mir 3e, Zarco 4e, Binder 5e, Miller 6 et Alexis Espargaro 7e au championnat. Quartararo a une belle longueur d'avance sur le deuxième avec 105 points, Zarco 81 points et Bagnaia est 3e avec 79 points. Je pense qu'on va commencer par la masterclass de Quartararo. Qu'est-ce que t'en penses? C'était beau. Hein. C'était alors tout le monde attendait, moi le premier, j'attendais une grosse perf des Ducati au Mugello, d'une part à domicile, puis c'est un circuit qui colle bien aux spécificités de la bécane, donc j'attendais plus des grosses perfs de leur part. Après, quand tu vois la physionomie de course, Quartararo toujours aussi fort en qualif, et ça mine de rien ça l'aide beaucoup dans le sens où a priori lui il a progressé aussi, et la moto, sur la gestion des départs, ce qui fait que il perd beaucoup moins de position qu'à une époque, à tel point qu'il peut aller jouer le all shot avec justement les Ducati qui avaient une petite avance de ce point de vue là en début de saison. Et puis après, à partir du moment où il réussit à prendre la tête et à se détacher un tout petit peu, il joue bien le coup, dans le sens où de toute façon son rythme de course est quand même très 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 élevé. Et derrière, vu que ça bagarre un petit peu, forcément ils perdent tous un petit peu de temps, ce qui lui permet de creuser un trou. Après, il y a la chute de Bagnaia qui aide un peu, qui fait un concurrent de moins pour remonter, mais c'est une course tout en maîtrise et ultra performant. Sur le plan mental, grosse maîtrise aussi. Pouvoir faire des passes d'âme avec Zarco en se disant, de toute façon, si je lui mets une demi-seconde avant le dernier virage, je sais qu'il va pas me rattraper, donc je fais ma course, je travaille et ça va payer. C'est un truc pour le coup qui l'année dernière il l'avait pas, cette année il l'a, c'est tout simplement dingue quoi, et impressionnant, je trouve. Ouais, il faudra à la limite regarder un petit peu plus ces débriefs pour voir si il y a un gros travail avec le team, ou si c'est un travail plus individuel sur lui, sur sa gestion de course, ou à la limite si on croise un jour, mais je crois que c'est pas prévu. Mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment impressionnant de voir une course comme ça, où je dirais pas que la moto elle est pas faite pour le circuit quoi, parce que il prouve le contraire. Mais il est ultra à l'aise, il est très performant, surtout le week-end. Il est là quasiment toutes les séances. Évidemment en Q2 il est toujours là. Il court tout seul en qualif, ce qui est un autre point commun avec Lorenzo. Et non, c'est impressionnant quoi. Après, effectivement, il commence à avoir un petit peu d'avance au championnat. Moi, j'aurais toujours dans un coin de la tête le problème de syndrome des loges qui l'a fait chier à Rérez et qui a fait perdre pas mal de points. Mais de toute façon, il en a encore un bon paquet. Il y a encore beaucoup de courses. Il est présent tout le temps. Quelle que soit la topologie de course, il sait toujours tirer le meilleur.
Quand il est dominant, il est pas inquiété. Quand il est un petit peu en retrait, il sait justement. doubler. Ouais. Il sait doubler et se placer, être patient aussi. Il sait être patient et finir fort. Donc c'est des qualités qui vont servir tout au long de la saison, quoi. C'est clair. De qui tu voudrais parler après ? De KTM, je pense que c'est la grosse info de ce week-end, c'est que ils ont enfin trouvé un truc, comme tu as écrit. Ouais. Bah, c'est comme tu Chelsea. l'as écrit, j'allais exactement écrire la même chose de toute façon tout à l'heure hier. C'est assez dingue, Oliveira qui finit 2 alors qu'on les voyait. Qu'on les avait quasiment oubliés dans les débriefs, sauf pour en dire du mal, et c'était pas bien. Mais là, pour le coup, leur nouveau châssis, du coup, testé à Rérez, aux essais de Rérez, et qui n'avait pas pu mettre en place en France, là ils l'ont donc essayé. C'est un châssis qui a l'air de marcher. Nouvelle essence aussi. C'est top, quoi. Ça va rajouter encore un peu de suspense dans un championnat de MotoGP qui n'en manquait pas. Mais ouais, ça fait plaisir de revoir les catoches marcher. Avec une belle vitesse de pointe aussi, moteur qui marche bien, la châssis qui marche bien, donc ça va être intéressant la Catalogne. Ouais, Binder a égalé la vitesse de pointe de Zarco. Ouais. Moi, c'était un petit peu la grosse interrogation que j'avais depuis le début de saison. On en avait déjà beaucoup parlé en épisode. Et tu vois, je trouve ce qui est un petit peu dommage, c'est bon, après évidemment quand les bons résultats arrivent, ils savent dire c'est parce qu'on a sorti un châssis de la popoche. Mais tu vois, quand t'es un petit peu dans le dur en début de saison, tu peux dire tu peux le dire, quoi. Il y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire que tu cherches. Tu peux venir et dire en début de saison on en chie, mais on y travaille et puis ça va venir et puis surtout quand tu as une équipe qui a quand même pas beaucoup d'expérience en GP non plus, parce que on en parle comme si c'était normal de voir KTM, mais ils sont quand même pas là depuis très longtemps. Et effectivement, c'est d'autant plus c'est d'autant moins honteux de se chercher et en plus, quand on voit des améliorations en cours de saison, c'est magnifique, quoi. Ah, puis c'est ça. Puis ils réussissent je crois que Tech 3 a pas encore touché le châssis, donc forcément Petrucci et Leguana peuvent pas en bénéficier. Mais de voir que ça profite aux deux pilotes et quand même Oliveira sur le podium, c'est pas rien, hein, quoi. Même s'il en a gagné 2 l'année dernière, revenir sur le podium, c'est vraiment bien. Et puis Binder fait une belle 5e place aussi, une très belle course. C'est un chouette week-end pour eux, Tech quoi. 3, ils ont peut-être pas encore le nouveau châssis, mais Petrucci finit 9 et Leguana 11, ce qui est quand même notable. Après, ça tracte un petit peu tout le monde, hein, je pense. Ouais. Tu veux enchaîner sur est-ce qu'on peut enchaîner sur l'affaire Mir Oliveira Zarco pour rappeler un petit peu les faits du coup. Rappelle les faits, Monsieur le juriste. pour rappeler du coup un petit peu, en fin de course, Mir et Oliveira ont pris une sanction d'une place perdue pour dépassement des limites de la piste. Et au début, Zarco avait un petit peu râlé, Pramac avait en tout cas avait demandé des explications à la direction de course pour demander pourquoi ça n'avait pas bénéficié directement à Zarco, qui était donc 4e, et en se disant que Mir moins une place, Oliveira moins une place, ça fait que Zarco passe en 2e position, et finalement c'était une question de différence de chrono. Ça s'est joué à quelques millièmes pour Zarco, mais voilà, ça s'est pas joué à beaucoup pour que Zarco finisse 2e. Ah ouais sur une petite facétie du règlement. Ouais. Voilà. Oui, la règle c'était il fallait qu'il soit à moins de 5 dixièmes du 3e du coup, et vu qu'il était à 5,36 ou un truc comme ça, ça fait que ça lui a pas bénéficié. Mais Mir et Oliveira se sont neutralisés parce que les deux ont fait des dépassements. Ils sont sortis des limites. Sont sortis des limites sur le dernier tour. Donc voilà, c'était le petit point règlement de cet épisode. Moi, je trouvais que c'était sur le coup. Déjà, quand ils annoncent, parce que chronologiquement, donc c'est Oliveira qui écope de la première sanction,
où les mecs, ils te remontent les images qui sont censées te prouver qu'il est dans le vert. Et rien que là, tu te dis, ok, bon, d'accord, il y a du vert, il y a du blanc, il y a des roues, mais va m'expliquer que le point de contact, oui, alors tu comprends le point de contact, il est dans le vert, machin, avec les caméras. Alors, il y a une bouloche du pneu. Ouais, c'est ça. Le vert. Ça se joue à la bouloche, quoi. Et moi, je veux bien, mais a priori, ils ont d'autres caméras pour gérer les zones de ce type-là. Mais à la réalisation de la Dorna, donc moi, quand tu me sors ça et qu'ils ont dit, ouais, Oliveira déclassé, ouais, je trouve que c'était très sévère. Et après, bon, qu'ils rééquilibrent en disant, bah, mais Mir est sorti aussi. Bon, il est peut-être, oui, c'était pareil. Et il y avait aucun gain pour Oliveira, donc s'ils avaient maintenu cette sanction-là, à sortir dans le vert à ce moment-là. Même si les règles sont les règles, ça aurait été vraiment tiré par les cheveux, quoi. C'est clair. Et bon, voilà, quoi. Donc finalement, pas d'impact sur le classement, pas d'impact. Donc, si c'est pour arriver à pas d'impact, je pense que au lieu de non mais voilà, le truc c'est au lieu de dégainer, ah bah là, on déclasse Oliveira et pour 3 minutes après ou 5 minutes après dire ah bah non, bah finalement on le reclasse, enfin on déclasse Mir aussi. Donc du coup Oliveira est reclassé. Ouais. Je pense que il vaut à la limite peut-être réfléchir avant. Ouais, tu réfléchis avant parce que si tu prends une décision la décision de Oliveira, elle se prend en 4-5 minutes, le temps qu'ils fassent leur petite tour de coucou. Ouais. Et puis la décision de Mir, elle intervient dans les 3 ou 4 minutes qui suivent. Ouais, je pense que tu peux juste dire à Brando, ouais, on est en train de regarder, tu vois, comme quand ils disent qu'il y a des investigations, exactement comme ce qui s'est passé sur Zarco Bastianini, où ils disent, bon voilà, investigation sur le dernier tour entre Mir et Oliveira. Et puis comme ça à la limite tu mets Quartararo sur la boîte et puis tu laisses les 2 motos à côté pour savoir qui tu mets 2, qui tu mets 3. Mais voilà, si tu dis finalement le 2 et le 3 et puis le 3 et le 2, je trouvais que c'était un peu dommage. Mais bon, après pourquoi c'est faire chipoté simple quand on peut faire compliqué. Ouais, voilà. Là c'est un petit peu ce qu'on fait. Ouais. Exactement. Mais d'ailleurs, pour parler un peu de Bastianini et de cet incident de début de course, et même d'avant de course, moi j'ai eu, je sais pas comment tu l'as réagi en voyant les images et surtout le petit synthé en bas qui te dit l'accident entre Bastianini et Zarco sera examiné en fin de course. Je me dis putain, j'espère qu'ils vont pas pénaliser Zarco parce que là pour le coup... ce serait une injustice totale. Déjà que les pénalités qu'il a prises l'année dernière, ça nous a un petit peu énervé. Je m'étais dit, mais ils vont quand même pas... Enfin, le gars, il est devant et il va pas regarder dans ses rétros. De toute façon, il a pas de rétro. Donc, c'est à Bastianini de faire gaffe. Heureusement, et là coup de bol pour Zarco qui est quand même plutôt un chat noir d'habitude, ça n'a pas de conséquences directes sur les performances de sa moto, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, il a eu du carénage pété quoi. Mais il a eu carénage pété, mais bon, ça l'a pas empêché de faire 4 du coup, tant mieux. Parce que ça aussi, c'est con, mais à mon avis, il suffit pas de grand chose pour que. Ah bah oui. Il y a un bout de carénage qui se barre, résultat, drapeau noir parce qu'on se dit que c'est trop dangereux pour qu'il continue à rouler. Ah bah donc, oui. Ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Heureusement, Bastianini s'est pas fait mal, parce que là aussi, il aurait quand même pu se faire très mal. Et quand tu vois sa caméra embarquée au jeune homme, mais à un moment donné, tu vois que du bitume, quoi. C'est-à-dire qu'il est en stoppie, et tu vois que du bitume, puis tu vois Zarco qui arrive, et tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et ouais, je pense qu'il avait pas les yeux en face des trous, et... Bon, ça arrive. Après, vu ce qui s'est passé ce week-end, je peux comprendre que qu'il y a des moments où bon bah voilà, t'y es pas. Et non. Je comprends. Enfin, c'est clair. Mais bon, oui, ça aurait pu. Enfin, c'est plus compliqué. Enfin, c'est compliqué quoi. Les images sont quand même mine de rien impressionnantes parce que Bastianini, il est en stoppie. Bon, il est pas à 90 degrés, mais il est quand même pas loin du compte. Il est pas mal. Et il finit par se bourrer, donc tu peux toujours mal tomber aussi. Hein. Et puis il y a du monde derrière. Bon, ils vont pas vite, mais ils sont en formation de grille, mais il y a du monde derrière aussi, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il va pas regarder devant lui. Et puis bon, bah voilà, quoi. Ouais. Accident bête. Ouais, l'accident bête.
On va parler d'une autre chute bête, celle de Rins. Oui. On est habitué à force. Hein. Et la même, chaque fois la même, la perte de l'avant. Eh oui. La perte de l'avant, et c'est... je sais pas comment ils vont réagir chez Suze, mais là, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Hein. Ça fait 4 résultats blancs. Quand tu vois que la Suzuki fonctionne en plus, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... Est-ce qu'ils vont être fatalistes en se disant bon bah voilà. Non, moi c'est ce qui est chiant, ça j'ai passé un petit mot sur le Discord là-dessus, c'est que Rins, c'est dommage, l'année dernière il hypothèque sa saison en faisant un début de saison pas très bon, enfin avec beaucoup de chutes aussi, et il fait une très belle fin de saison avec des belles places, des belles courses régulières, performantes et sans chute. Et tu te dis peut-être qu'il va comprendre. Et ça démarre la saison d'après, le mec il a fait un reset et il refait la même quoi. Et c'est dommage parce que là il aurait pu accrocher, et pas que là, c'est-à-dire sur beaucoup de courses depuis le début de saison où il chute, il aurait pu faire des belles places qui amènent au final un bon petit paquet de points quoi. Parce que je pense que il pouvait mais bon après c'est comme ça c'est la course. Il pousse et puis voilà, il chute quoi. Et il chute beaucoup trop, ce que fait pas Mir, et c'est pour ça que Mir a été champion l'an dernier et que personne ne le voyait venir et tout le monde voyait plutôt Rins. Et voilà, Rins c'est un pilote qui est rapide mais qui a tendance à trop surrouler comme d'autres par le passé. Ouais. Donc il chute. Sauf s'il réussit justement à changer, il va plafonner. Il va plafonner comme un pilote qui va faire une saison avec 12 courses au lieu de 19. C'est ça. C'est dommage parce que moi j'aime bien son style de pilotage très droit, mais bon ça paye pas. Voilà. Ouais. C'est dommage. On parle un petit peu de Zarco ? Zarco fidèle à lui-même en ce début de saison, ça fait vraiment plaisir à voir. Il marque des points. Lui aussi, on parlait de Quartaro tout à l'heure qui panique pas, mais alors... Pour le coup, mentalement, lui, c'est pareil. Tu sens bien qu'il joue le championnat et pas la victoire de course. Donc, il gère ses courses très bien. Et puis, il engrange des points. Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est bravo l'artiste. Hein. Là-dessus aussi. On aimerait bien qu'il gagne une course quand même. On va pas se le cacher, mais il est deuxième avec 81 points, 2 points devant Bagnaia. C'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Ça pourrait être encore plus parfait, encore une fois, avec une victoire, mais c'est déjà bien. Ouais, moi je trouve que à chaque course, sauf une, mais à chaque course, il fait le meilleur résultat possible. Ouais. Si tu parlais de rendement, c'est le pilote qui a le meilleur rendement. C'est-à-dire que il va pas partir trop fort puis s'écrouler, il va pas s'économiser et partir trop tard. Il est toujours dans le bon niveau au niveau du curseur. Et ça, c'est je dirais pas que c'est normal parce qu'il y a des pilotes d'expérience qui n'ont pas cette expérience-là et qui sont toujours au-delà du curseur et qui chutent ou comme Crutchlow par exemple. Par exemple, Crutchlow typiquement c'est un pilote qui a surroulé quasiment toute sa carrière. Et voilà. Mais je trouve que depuis le début de saison, et déjà l'année dernière, quand tu regardes au final, peut-être pas sur le tout début d'année parce qu'il avait besoin de connaître le package, on va dire, mais toute la deuxième partie de saison, où il est très performant en Q2, où il fait des très belles courses, à chaque fois, il exploite au mieux le matériel, les conditions et son pilotage. Et encore une fois, ce qui s'est passé avec Bastianini en début de course, ça aurait pu totalement sortir beaucoup de pilotes de leur course. Lui s'est retourné, il a regardé sa moto, il a été se mettre en grille et puis il s'était rien passé. Et voilà, c'est des petits bouts de carénage, donc ça l'a pas pénalisé, ça aurait pu être pire. Évidemment, il aurait pu ne pas pouvoir démarrer ou avoir un problème technique autre. Mais même il aurait pu gamberger aussi. Bien sûr, comme tu dis. Tu peux gamberger, tu peux perdre tes moyens parce que mine de rien, au feu rouge, faut bien que tu engages la première. Et moi, depuis le début de saison, quand tu vois ce que fait Zarco et aussi ce que fait Quartararo, exactement dans la même mesure, c'est pas pour rien qu'ils sont en tête tous les deux au championnat du monde. Tous les deux tirent le meilleur parti de leur matériel et de leurs conditions, et c'est vraiment intéressant de le voir.
Là, on se dit que ça commence à sentir bon pour le Ducati usine, non? C'est peut-être tôt. Non, je pense pas. Parce que Miller a re-signé déjà, parce que Bagnaia est performant aussi, et parce que Zarco il est bien chez Pramac, je pense. Je pense qu'il a trouvé ses marques. Il sait qu'il a le soutien de Ducati. Il sait que Ducati croit en lui. Ce qu'il fait sur la piste, ça le prouve. Donc honnêtement, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une Ducati Factory. Il a pas de raison d'y aller, quoi. Oui, c'est clair. Puis après, il faut voir. C'est que tu as aussi un titre indépendant, même s'il est moins rutilant que le titre pilote global, c'est-à-dire pilote scratch, quoi, c'est-à-dire tous les pilotes confondus. Et Zarco, bah voilà, il est deuxième, mais c'est le premier pilote indépendant. Et c'est important aussi pour Ducati d'avoir à la fois un pilote performant, parce que Bagnaia il est troisième au championnat, il est qu'à 2 points de Zarco, hein, donc il est bien placé. Miller a fait de belles courses, il était un peu plus effacé sur cette course-là, mais voilà, moi je trouve qu'ils ont un bon trio. Martin a pas eu de chance avec sa grosse chute. Non, mais Zarco, moi il n'y a pas nécessairement moi après je suis pas à sa place, hein, mais je pense que là il fait la meilleure saison possible. C'est-à-dire que tu vois, typiquement sur la course là, Quartararo il est intouchable. Oliveira et Mir, il est pas très loin derrière, mais il est pas vraiment en mesure d'aller les chercher. C'est-à-dire quand il se fait passer, il peut pas vraiment répondre. Parce que soit il a peut-être un petit peu trop tapé, mais il fait une course, il fait une course très bonne. C'est chouette de le voir, quoi. Ouais, clairement. Et puis un début de course avec Quartararo, tous les deux, ils se sont. Oh, qu'est-ce qu'on s'est régalé. C'était beau, hein. C'était beau, c'était propre, c'était chacun jouait avec les points forts de sa moto, hein. Zarco forcément dans la puissance et Quartararo sur l'agilité, et c'est super intéressant. C'est clair. Parle un petit peu de... Alors, tu veux commencer par lequel? Allez, on va commencer par Rossi. Il n'y a pas de toute façon grand-chose à dire. C'est juste pour signaler qu'il est parti 19e, que le début de week-end a été très compliqué pour Rossi. Et il finit quand même sa course dans le top 10, 10e. Donc 6 millième devant Lequena. Je sais pas comment le dire, mais moi je l'ai vu, quoi. Je me suis dit, tiens, il fait 10, il était parti 19, il remonte... tant mieux pour lui, c'est cool, j'espère que ça va, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est comme c'est mis, hein, c'est un moindre mal. Vu son week-end. Pour le coup, c'était sur Twitter que je disais ça. C'est à la fois triste et beau de le voir là, quoi. C'est-à-dire, c'est triste de voir que beaucoup de gens, dont je fais partie, voudraient le voir plus performant, mais il faut quand même pas oublier l'âge qu'il a. Le nombre de courses qu'il a dans les pattes, et au bout d'un moment je peux comprendre. Alors évidemment tout le monde va dire ouais blabla parce que tu lui passes tout, puis Lorenzo quand il faisait les mêmes courses on lui en mettait plein les bottes. Eh ben oui, mais Rossi il a 42 ans, il a le palmarès qu'il a, il a la sympathie qu'il a, et effectivement il est moins performant, mais il est là, et bon, il fait top 10, c'est pas ouf. Mais voilà, c'est beau de le voir là à son âge, et ce sera peut-être sa dernière saison, ça l'avenir le dira. C'est pas sa meilleure évidemment, mais voilà. Mais il finit pas dernier à 12 secondes parce que c'est con, mais il faut quand même remplir les règles des 107 ou des 108% du temps. Ah mais ça c'est dans les qualifs, ça. Ouais, dans les qualifs, mais tu vois, c'est des trucs cons, mais résultat, il fait les chronos et puis il finit top 10 à 42 ans quand même. Ouais, c'est dur, c'est compliqué. Il a l'âge qu'il a, et ouais, comme tu dis, c'est chouette de le voir dans le top 10, quoi. Partir 19e, ça fait mal. Hein. Parce que putain, il a chié des ronds de patates tout le week-end. Son casque, il est moche en plus, putain. Ah oui, c'est clair. Le mec, il vient au Mugello tous les ans. Enfin là, les casques, il y a eu des super beaux casques par le passé. Et là, le casque cette année, non, il est pas beau, quoi. J'espère que Harimini, il sera mieux. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça peut pas être pire, cela dit. C'est vrai que ça peut pas être pire. Ouais. On va finir par, je prends la main, pardon, mais on va finir par Marquez du coup.
Week-end difficile, hein. On en a un petit peu parlé, j'en ai un petit peu parlé pendant le résumé. Physiquement dans le dur, et puis pas encore performant. On avait noté pas performant, mais peut-être pas encore performant. Ouais, alors moi samedi je m'étais un petit peu enflammé dans le sens où je pensais qu'il allait faire chier Viñales pendant la Q1. C'était un petit peu la perception que j'en avais eue, et finalement après ce qui est intéressant c'est d'avoir justement les explications des pilotes. C'est-à-dire que déjà ce qui m'avait un petit peu fait chier c'est que le vendredi Puig était venu chouiner à dire ah là là, il a mal, on sait pas, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Et puis le samedi, tu vois Marquez donc qui va un petit peu titiller et sucer la roue de Viñales sur toute la Q1. Donc ça énerve un petit peu de voir des déclarations dans ce type-là. Et par contre, en fin de journée, le samedi, il a expliqué clairement que physiquement, il était pas au rendez-vous, que sucer la roue de Viñales, c'était le seul moyen de faire quelque chose. Et qu'il a été lui expliqué à Viñales et qu'il s'en est excusé, que lui il en a aussi emmené pas mal pendant certaines qualifs, ce qui est peut-être pas faux. Et j'ai trouvé que c'était plutôt franc de venir le dire et de l'assumer entre guillemets, mais je trouve un petit peu dommage qu'il y ait personne au HRC pour comment dire, parce que voilà. Enfin, sucer des roues, c'est bien, parce que ça te permet justement, comme il l'a fait, de prendre la petite aspi ou de prendre les petits dixièmes qui font que Viñales est 13 et Marquez passe en Q2. Mais ça te fait, entre guillemets, un tout petit peu plus beau que tu ne l'es, mais t'es que 11e. C'est pas le bout du monde. T'as pas révolutionné ton week-end, et en plus t'as surroulé, parce que sucer la roue c'est surrouler. Tu peux pas surrouler, on en parlait avec Crutchlow, mais tu peux pas surrouler toute ta carrière, et tu peux pas surrouler tout un championnat. Et ça on le verra, on l'a vu le dimanche. Il est parti 11, il s'est accroché, et c'est pas passé. Il va peut-être falloir qu'il soit un petit peu plus patient. Alors ça doit être dur à avaler mentalement pour lui, hein, j'imagine. Vu l'habitude qu'il avait d'être au très très haut niveau, mais il va falloir qu'il apprenne justement à pas passer en Q2, à faire des Q1, à être dans le ventre mou, comme on aime le dire, des courses, à rouler en groupe. Alors c'est ça, ça non plus, il a pas l'habitude, hein, le pauvre. il avait tout le temps 10 secondes d'avance. Mais quand tu vois sa saison 2019 où il domine largement le plateau, où il a pas besoin de surrouler, il est tout en maîtrise, tout ce que tu veux, etc., etc. Là, tu ne peux absolument rien dire. Et faut accepter dans la condition physique qu'il a, puisque a priori le bras va mieux, mais ça provoque des problèmes d'épaule. Oui, il va falloir accepter. Là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire d'être en 3e, 4e ligne. Et puis d'engranger du roulage, de l'expérience, de se refaire le physique qui va bien. De se refaire le physique, le mental, tout, quoi. Effectivement, ouais. Patience, Marc. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que samedi après-midi, tout le monde lui est tombé sur le cul. Parce que ça fait chier un petit peu tout le monde de voir un mec qui a 8 titres de champion du monde jouer au Yoni Hernandez d'il y a 5-6 ans, quoi. Parce que Yoni Hernandez, il avait que ça à faire, il pouvait pas faire autrement, et voir Marquez faire ça, c'est un petit peu dommage, et on l'attend pas là. Après, je trouve ça plutôt bien qu'il l'ait expliqué. Ouais, et ce qui est assez inhabituel, hein. Tu vois, dans la communication tout à fait, très maîtrisée toujours de la team Marquez, de voir qu'il a dit oui, c'est vrai que je suis pas bien physiquement, donc j'ai besoin de ça pour rouler moins mal que je peux le faire. C'est un changement aussi dans la communication que j'ai trouvé intéressant, notable en tout cas. Ouais, c'est notable. Et puis après, bon. Maintenant, il va falloir qu'il arrête, et encore une fois, qu'il soit patient. Il a le temps, quoi. Rien n'est pressé. De toute façon, vu comme tu vois comment ça roule devant, s'il force pour essayer d'avoir le niveau du top 3 ou du top 5 qu'il aura pas,
On peut dire ce qu'on veut, il a tout le talent, effectivement, il a énormément de talent, mais il s'est fait très très mal, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental, évidemment. Après, il faut récupérer, il faut retrouver de la confiance, savoir à quelle vitesse tu peux rouler, et ça se fait pas en 3 courses, ça se fait pas... c'est à se demander si ça se fait même pas en une saison, tu vois, enfin... C'est ça, c'est que moi quand je le vois faire ça avec Vignales, donc pour aller chercher une 11e place sur la grille, le jour où il va un petit peu, où il va réussir à franchir un cap et être un petit peu plus devant, bah il va faire pareil avec, il va faire pareil avec du Zarco, avec du Mir, avec Quartararo peut-être, je sais pas. Enfin, ça va être chiant quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je préfère voir un Quartararo. Enfin, là, la Q2, elle est magistrale, hein. C'est-à-dire que il part, il est tout seul, hein. Enfin, et puis il claque sa pendule, et puis voilà, tout le monde est, puis c'est record de piste, et voilà, on rentre, on met les chauffantes, et puis salut, quoi. Mais non, mais voilà, enfin, c'est voilà, et puis il y a pas à discuter, quoi. Après, en course, ça peut être différent, mais avec à la baston avec Marquez, évidemment. Mais la marche, elle est encore haute pour lui, pour retrouver la performance qui l'amènera sur un podium, quoi. Moi, j'en ai un peu peur, hein. Le problème, moi, c'est de le voir gâcher les dimanches comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'au moment... C'est ça, ouais. Non, en fait, oui, en voulant gagner du temps, il perd du temps, en fait. Et il perd du roulage, il perd il perd des kilomètres en fait, et c'est pas un bon calcul. Enfin, après c'est facile à dire, hein, tout à fait, évidemment, mais... c'est facile à dire d'où on est, mais c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, quoi. Ouais. C'est que c'est clair. Ouais, non, mais tu vois, ça serait marrant de savoir s'il y a cette remise en question, tu vois, le dimanche après la course, où tu regardes la feuille des temps et tu te dis, ah merde, putain, si j'étais pas tombé, j'aurais peut-être fait 5, 6, bon, peut-être pas 5 parce qu'il aurait été dans le rythme de Binder, quoi, mais après Binder, il a perdu. Mais au moins top 10, quoi. Ouais, il a un top 10 dans les pattes, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. On va passer aux autres courses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va essayer d'aller à l'essentiel. On va commencer par le French Superbike qui courait à Lednon, donc en 600 et en 1000. De Bise a fait le plein, c'est-à-dire qu'il s'est imposé sur les 4 courses et enfile les 11 succès au total sur Kawasaki, donc sur les 2 catégories confondues, et il est évidemment en tête. En 1000, il mène devant Mathieu Ginès et Morgan Berchet, et en 600, il mène devant Ludovic Cauchy et Tom Berco. En 300, c'est Alexis Négrier qui mène le championnat devant Diego Poncet et Adrien Quinet. On va faire un petit focus sur le World Superbike parce que ça a repris à Aragon la semaine précédente et ça a couru à Estoril cette semaine. Donc on va essayer de faire rapide pour les débriefs parce qu'il y aura aussi beaucoup à dire. Mais en Superbike, donc à Aragon, Réa gagne la première et la sprint et fait 2 à la deuxième course. Et Redding qui s'impose dans cette deuxième course. Donc Loves, mieux que l'an dernier, fait 2, 2 et 3 sur la deuxième Kawasaki. Donc c'est quand même un beau progrès. Et donc en début de semaine, l'équipe EMI Honda Racing Team a annoncé donc se retirer du championnat pour une durée indéterminée. Donc ils ont du mal à mettre en place la moto. Ils ont fait un DNF et 2 18e place. Donc ils vont, on va dire, ils retournent un petit peu aux essais et ils reviendront quand ça ira un petit peu mieux. Et donc on va passer au 600 avec Odendal qui va gagner les 2 courses à Aragon. Cluzel fait 3 dans la course du dimanche dans des conditions mixtes, à savoir qu'il était parti dernier à cause d'une pression de pneus non conforme, donc ça se jouait à très peu. Donc c'est une très grosse perf de sa part, surtout qu'il avait chuté le samedi, donc il avait été bien aidé par une manœuvre assez, je l'ai qualifié de chamanique par Niki Tully. Ouais, en gros le Finlandais,
oui, il a fait une manœuvre en mode j'y vais pas, je sais pas trop, oui puis non, et puis trop tard. Donc il a percuté Cluzel qui était en tête, et donc les deux sont partis dans le bac. À savoir que Tully quand même s'est blessé, il a eu une commotion, donc il a pas couru le dimanche. C'est dommage parce qu'il remontait très fort sur Cluzel, hein, donc il avait repris une grosse seconde à Cluzel, et donc il avait encore 6-7 tours pour passer, mais hyper proprement et hyper large, tellement il avait de la marge, la vitesse, ouais. Et puis voilà, on se dit bon voilà, on va y aller tout de suite comme ça voilà, et non, ça passe pas. C'est dommage, hein, quoi, parce que tu ruines ta course et celle du pote. Donc c'est un peu cool. C'est clair. Et donc pour terminer sur Aragon, en 300, on a Huertas qui l'emporte en course 1, et on a une course arrêtée sur drapeau rouge. Boussamos l'emporte en course 2. Au général, donc c'est Boussamos qui mène. Côté français, on a Di Sora qui est 5e au général avec une 5e et une 8e place, et De Cancelis qui est 9e avec une 12e et une 7e place. À savoir que les 300 n'ont pas couru à Estoril, mais par contre les Superbikes couraient, et c'est donc Redding qui s'est imposé le samedi, et Jonathan Rea qui gagne les deux du dimanche. Au général, Rea est en tête devant Razgatlioglu et Redding. Rea compte déjà 35 points d'avance, donc ça commence en 4 courses. On commence à être pas mal. Un petit focus sur Lucas Mayas, donc, qui a fait 15e DNF et 10e pour le premier week-end à Aragon, et 13e DNF et 15e à Estoril. Il est 15e au général, et Christophe Ponson est 20e. En super sport, donc on a Odendal qui va à nouveau s'imposer le samedi. Cluzel fait 3 avec une arrivée très serrée, avec 5 pilotes en 1 seconde, et on a Caricasulo qui était en pôle mais qui a chuté et qui finit 12e. Donc le dimanche, c'est Egerter qui s'impose devant Bernardi et Eutel. Caricasulo fait 6e et Cluzel 12e, qui a fait une sortie au T1 à l'entame du dernier tour. Donc c'est dommage, il aurait pu espérer mieux sur cette course. Au général, on a Odendal qui mène avec 75 points, Egerter 2e avec 69 et Eutel avec 52. Cluzel est 8e avec 36 points. On va continuer avec le Moto America. Donc ça courait en Virginie donc le week-end dernier, et c'est Baz qui fait 4e en course 1 et qui fait 2e en course 2, donc quand même 13 secondes derrière Jake Gagné sur Yamaha. Ça fait un sacré trou, mais un premier podium pour Baz dans la catégorie, ça compte. Il est 8e au général à 44 points derrière Matthew Schultz, et surtout Jack Gagné qui est sur 3 victoires. Donc ça, c'est un gros client, notre ami. Quelque chose à ajouter ? Si on a le temps, peut-être parler un peu du GMT, parce qu'évidemment c'est la team qu'on suit en super sport. On espère que les résultats vont arriver, parce que là c'est le coup du sort à Aragon, avec la chute de Cluzel, aidé par son copain Tully. Bon, ça fait chier, pardon d'être un peu vulgaire, mais je pense qu'on s'est un peu tous dit ça en voyant il a dû avoir les oreilles qui sifflent le Tully, hein, parce que j'en ai balancé. Et puis alors il fait quand même une très belle course 2, hein, ça c'est quand même à signaler. Faire finir 3e sur le podium en étant parti dernier, ça montre qu'il en a sous la poignée, donc ça c'est cool. Maintenant Estoril, ça s'est pas complètement confirmé, il va falloir confirmer. Il fait 3 le samedi à Estoril, mais c'est encore assez irrégulier. On espère que pour le GMT que ça va commencer à payer. Ouais, faut consolider. Caricasulo, il fait pôle, hein, quand même. À Estoril, donc il fait le taf. Je pense qu'il est là où on l'attendait. Enfin, je pense pas qu'on l'attendait faire direct des podiums tout de suite, mais il est là, quoi. Il est au niveau de la moto, quoi. Enfin, il utilise la moto comme c'est possible de le faire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que les deux vont encore progresser pour apporter des beaux points pour le GMT. Ouais, de toute façon, on va continuer à les suivre, et c'est intéressant d'avoir 2 courses par week-end en 600. Ouais, c'est clair. C'est chouette. On va se quitter, évidemment, en ayant une grosse pensée pour tous les proches de Jason Dupasquier.
tous ceux qui l'ont croisé sur le paddock, puisqu'il y a eu beaucoup de marques d'affection, notamment tout le paddock y est allé, notamment Tom Luthi, qui est évidemment très affecté par ce drame. Mais évidemment, on voulait clôturer cet épisode en adressant une grosse pensée à tous ses proches et à son équipe et à tous ceux qui l'ont croisé. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine course, donc qui va se dérouler le week-end prochain sur le circuit de Barcelone, course à 13h, puisqu'il y a aussi de la F1. Et on se retrouve sur le Discord. Et voilà, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et on se retrouve pour le débrief de Barcelone. Allez, salut Olivier. Salut. Et salut à tous.